Mesdames et messieurs, bonjour, il est 15 h, bienvenue dans ce bulletin d'information de la rédaction dont voici les principaux faits. Développement économique, donc libérer les potentiels des secteurs de l'énergie et des transports, tel a été donc le thème de la réunion de ce matin entre le ministère de Transport. Et Washington gèle une partie donc des avoirs des Palestiniens. C'était donc les titres qui vous seront développés. Merci à vous de nous rejoindre. Un atelier sur le développement économique ayant pour thème libérer les potentiels des secteurs de l'énergie et des transports s'est ouvert ce matin au Djibouti Palace Kempinski, n'est-ce pas Asma? Oui, effectivement. Alors cet atelier Ahmed est conjointement organisé par 3 départements ministériels, ceux de l'économie et des finances, le ministère de l'énergie et enfin le ministère de l'équipement et des transports. Il bénéficie donc du soutien de la Banque mondiale. Cet atelier vise à inciter l'investissement privé à s'intéresser à ces secteurs clés de l'économie, l'État ne devant plus être le seul acteur devant promouvoir alors ces secteurs porteurs. L'énergie et les transports ont un grand besoin d'investissement qui apporta donc d'énormes avantages sur le court et moyen terme. Eh bien, ce sont 2 secteurs qui ont besoin d'une transformation structurelle et vont tirer vers le haut la croissance économique du pays. Faut-il garder en mémoire que les transports concernent à la fois les routes, le chemin de fer, ainsi que les liaisons maritimes et aériennes. Quant au secteur de l'énergie, il a également besoin d'investissement et de diversification, d'autant que le coût de kilowattheure reste pour le moment élevé dans le pays. Les énergies dites vertes ou renouvelables peuvent alors aisément être développées, surtout dans un premier temps. Eh bien, les expériences acquises dans ce domaine au Maroc ou en Espagne ont été concluantes. Ces énergies Ahmed renouvelables favorisent la protection de l'environnement et la biosphère. Merci Asma. Et par la suite, donc, dans une allocution prononcée à cette occasion, le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Dawalé, a donc posé les premiers jalons du débat. Il a souligné que la croissance économique de Djibouti aujourd'hui s'est située à 7,5%. Il était donc d'une priorité capitale aujourd'hui que ces orientations puissent dynamiser le développement économique du pays. On l'écoute. C'est un réel plaisir pour moi d'être avec vous ce matin pour partager et réfléchir ensemble sur 2 thématiques qui nous paraissent essentielles pour la transformation de Djibouti. Ces 2 thématiques donc sont l'énergie et les transports. Ils vous interpellent tout autant que nous. Vous savez que le PIB de Djibouti est principalement tiré par un secteur, c'est-à-dire le secteur des services, qui représente au jour d'aujourd'hui autour de 80%. Dans ces 80%, nous avons un secteur de transport port qui est prépondérant par rapport au reste, c'est-à-dire autour de 30%. Mais on sait également que la croissance qui est connue au jour d'aujourd'hui, qui est de l'ordre de 7,5%, en tout cas nous l'estimons pour cette année à 7,5%, a été régulière sur les 10 dernières années. Il a été question d'une croissance qui n'a pas toujours été inclusive, tant sur le plan spatial. La croissance n'a pas toujours été inclusive parce que notre économie n'a pas suffisamment été diversifiée. Et cette diversification, entre autres, est bloquée par la disponibilité d'infrastructures. De quelle infrastructure? En premier, on va parler de l'énergie encore, mais on va parler également des transports. Je ne fais pas abstraction de télécommunications ni de secteur de nouvelles technologies, qui va également être un chaînon essentiel de la transformation de Djibouti. Et pour sa part, le ministre de l'énergie chargé des ressources naturelles, Younis Ali Gueddi, a aussi donc rappelé que le gouvernement a, dans sa stratégie orientation, souligné que Djibouti s'engageait dans le développement des énergies renouvelables, une volonté du chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh. On l'écoute. Conformément à la feuille de route fixée par le président de la République,
Son Excellence Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, Djibouti amorce une dynamique d'énergie verte pour le lancement d'un programme ambitieux de développement des énergies renouvelables. Cette vision du gouvernement djiboutien s'appuie sur une stratégie axée sur la mise en valeur des ressources inépuisables comme le solaire, l'éolien et surtout la géothermie. C'est vrai, Djibouti s'est fixé l'objectif de passer 100% thermique à 100% énergie renouvelable à l'horizon 2025-2027 grâce à la combinaison des initiatives des énergies durables. Dans ce contexte, Djibouti compte se positionner comme un acteur majeur de la production de l'électricité à partir des énergies renouvelables qui seront des moteurs d'un développement économique durable à même impulser un nouveau modèle de croissance. En effet, de nombreux promoteurs, développeurs, investisseurs privés ont manifesté leur intérêt pour installer une production privée basée sur les énergies renouvelables. Plusieurs d'entre eux sont en phase de concrétisation de leurs projets, avec notamment l'installation d'un parc solaire photovoltaïque de 50 MW au Grand Bara, à Alicebier, et aussi une installation solaire d'ombrage agricole de 20 MW avec Adam Erjouk. Et enfin, le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamed Abdelkader Moussa, a quant à lui donc soulevé les points saillants qui s'assimilent et orientent la stratégie 2035. Nous l'écoutons. J'aimerais cerner si après les différentes orientations qui doivent guider nos travaux tout au long de cet atelier et de ce processus de l'étude stratégique en question, surtout lesquelles des orientations qui découlent bien sûr directement de la vision 2035 et des documents appelés ESCAPE, qui demeurent le socle de la politique de développement initiée par son Excellence Monsieur le Président de la République Ismaël Omar Guelleh, dont les différents points sont aujourd'hui que nous devions considérer. Surtout parvenir à la construction d'une chaîne de transport dynamique et vecteur de développement au niveau national, tout en créant des emplois pour les jeunes djiboutiens qui sont en chômage. La promotion d'unités industrielles PME, PMI, capables de stimuler les prestations de services au niveau de tous les transports confondus, secteur maritime, ferroviaire, transport urbain et interurbain. Permettre aux jeunes djiboutiens, bien sûr, diplômés d'acquérir le rudiment du métier de la chaîne de transport à Djibouti par le financement d'un centre de métiers de transport pour former les spécialistes avec le concours, bien sûr, de la Banque mondiale. La Banque mondiale pourrait appuyer la démarche aussi d'une nouvelle synergie sous forme de partenariat public-privé en finançant la réforme institutionnelle avec les banques locales de la place en matière d'investissement dans le domaine porteur de l'économie nationale. L'autre point sur lequel nous devrions aussi, nous demandons le concours de la Banque mondiale, ce serait la collaboration dans le domaine clé qui augure les conditions tangibles pour une réussite au niveau de notre futur plan de développement stratégique du secteur du transport. Et dans le reste de l'actualité, le Haut Conseil islamique a tenu ce matin une cérémonie de remise de diplôme à la promotion de 3e et 4e donc des jeunes étudiants de l'Institut Imam Al-Shafiri pour l'encadrement des mémorisateurs. Cette cérémonie s'est déroulée sous les auspices donc du ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, Moumin Hassan Barré, également présent du secrétaire général, des directeurs des différents départements du ministère, ainsi que du secrétaire exécutif du Haut Conseil islamique et du directeur des mosquées donc et ont assisté aussi à cet événement des représentants des écoles privées en langue arabe et des centres de mémorisation du Saint-Coran à Djibouti. L'Institut Imam Al-Shafiri pour l'encadrement des mémorisateurs a été créé en octobre 2010 en coopération avec l'Organisation internationale pour la mémorisation du Saint-Coran en Arabie Saoudite, avec pour objectif donc l'enseignement et la publication du Saint-Coran et la formation des enseignants des centres de mémorisation du Saint-Coran. Au cours de la cérémonie, les participants ont suivi des exemples de récitation, de conservation présentés
apportées par des étudiants diplômés qui ont reçu des certificats de hauts fonctionnaires. Le secrétaire exécutif du Haut Conseil islamique, Cheikh Oki Qaourah Fatah, et le directeur des affaires musulmanes ont prononcé donc un discours dans lequel ils ont félicité les étudiants des 3e et 4e promotions qui ont achevé leur formation avec succès. Dans le même temps, ils ont salué les efforts déployés par le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf pour la promotion du Saint-Coran à travers le suivi continu des activités de l'Institut Imam Al-Shafi'i en charge de l'encadrement des mémorisateurs. Et pour sa part, le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf, Moumin Hassan Barré, qui a parrainé donc cette cérémonie de remise des certificats, a félicité les étudiants de 3e et 4e promotion en leur souhaitant plein succès dans leur vie professionnelle. Moumin Hassan Barré a souligné également l'importance des efforts déployés par le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, afin de diffuser et de promouvoir le Saint-Coran. À cet égard, le ministre donc a rappelé le concours régional de mémorisation du Saint-Coran initié en 1999 par le président de la République et qui a pour objectif d'inciter les jeunes musulmans à mieux assimiler le Saint-Coran et les réunir autour de nobles valeurs prêchées par le livre saint de l'islam. Enfin, il a souligné que le chef de l'État a orienté l'imprimerie nationale de l'impression du Saint-Coran, le Saint-Coran soulignant donc avec l'attachement du président de la République pour la promotion des ulama et des prédicateurs à Djibouti. Toujours en nouvelle nationale, une convention de partenariat a été signée ce matin entre la Poste de Djibouti et la compagnie aérienne Air Djibouti, donc en vue de faciliter l'acheminement des plis et colis postaux. L'accord a été entériné entre le directeur de la Poste de Djibouti, Bahnan Ali Meidel, et le directeur de la compagnie aérienne Air Djibouti, Abdurrahman Ali. Ces deux directeurs se sont réjouis de la finalisation de cet accord qui associe deux entités du pays. La signature s'est déroulée dans les locaux de la compagnie nationale Air Djibouti. De travailler avec la compagnie nationale. Donc nous avons signé une convention qui porte sur le transport donc, des colis vers toutes les destinations que desserviront les avions de Air Djibouti. Donc si pour le moment il y a quelques destinations, mais au fur et à mesure, dans le cadre de la montée en puissance de la compagnie nationale, nous comptons en faire le transporteur principal et prioritaire de la Poste de Djibouti, que ce soit dans les courriers départ, aussi bien dans les courriers départ que les courriers arrivés. Également, c'est un réel plaisir aussi pour la compagnie Air Djibouti d'accueillir dans ses locaux la Poste nationale, la Poste de Djibouti. Et comme vous le verrez au fur et à mesure que nous allons continuer l'acheminement de ces colis à l'aéroport, Air Djibouti restera toujours aux côtés de la Poste de Djibouti dans toutes ces démarches. Nous desservirons la Somalie, Addis Abeba et toutes ces régions aujourd'hui de la Somalie comme Garowe, Bosaso qui sont vraiment cloisonnées. Nous serons toujours à leur côté, à tous les efforts qu'ils sont en train d'entreprendre. Et tous les plis et colis postaux à destination de la capitale somalienne Mogadiscio seront acheminés via par donc, la compagnie Air Djibouti. Air Djibouti donc, qui acheminera également en sens inverse les plis et colis postaux en partance de la Somalie vers Djibouti. La compagnie nationale donc acheminera les courriers et les colis postaux en toute sécurité et en un laps de temps très court. La Poste de la Somalie a repris donc ses services en 2017 après une interruption qui a duré un quart de siècle depuis 1991. Les échanges postaux sont très importants et vitaux pour les deux pays, ce qui rapproche également les populations et confondent leurs intérêts. Et il est devenu effectif en 2018. Donc je remercie tous les partenaires qui nous ont aidés. C'est un réel plaisir pour nous, aux côtés de la Poste, et en présence aussi du secrétaire général du ministère des Transports. Le plus important aujourd'hui, pour la région et pour la sous-région aussi, c'est d'acheminer tous les courriers, tout postal, qui émanent ou qui viennent de l'extérieur, vers le pays de la sous-région qui est vraiment cloisonné. Depuis 2017, je suppose qu'il n'y a pas eu de courriers qui sont partis là-bas. C'est pour ça que je félicite vraiment
le démarche entreprise par la Poste. Et nous serons toujours là, à leur côté, pour faciliter l'acheminement. Et une cérémonie donc symbolique marquant le départ des premiers colis postaux de Djibouti à destination de Mogadiscio a été organisée pour la circonstance. Plusieurs personnalités ont assisté à cette cérémonie, dont le secrétaire général du ministère de l'équipement et des transports, le directeur de l'aéroport ainsi que le directeur de la poste de Djibouti et de la compagnie d'Air Djibouti. Le secrétaire général du ministère de l'équipement et des transports, Saïd Nou Hassan, s'est félicité de cette initiative. On l'écoute. Aujourd'hui, je pense que c'est un grand événement. L'événement auquel nous assistons est historique, puisque, donc, selon mes informations, la Somalie n'a pas reçu de colis depuis 27 ans. Et aujourd'hui, tout l'honneur revient à la poste de Djibouti, qui a fait donc les démarches nécessaires pour attirer l'ensemble des colis venant du monde entier, pour que cela puisse s'acheminer à travers l'aéroport international de Djibouti vers la Somalie. Et nous assistons également aussi à ce partenariat historique, et également aussi entre la Poste Djibouti et la compagnie Air Djibouti. Tout ça pour vous dire que ceci fait partie de la vision de son Excellence son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh concernant la transformation de Djibouti en hub régional. Et je voudrais dire que c'est tout juste le début. Et la Poste Djibouti, effectivement, nous espère acheminer, pas seulement pour la Somalie, mais pour toute la... Et dans le reste de l'actualité, suite à la signature d'une convention entre l'ONU-SIDA et l'Assemblée nationale, des parlementaires continuent de mener des campagnes de sensibilisation et de prévention sur les mesures à prendre afin d'éviter d'être contaminés par le virus qui n'a pas de vaccin jusqu'à ce jour. Des missions d'encadrement et de soutien psychologique sont également menées auprès de groupes cibles dans les personnes atteintes ou séropositives. Ces derniers ne devant nullement être stigmatisés ou rejetés par la société. Une vaste campagne de sensibilisation et de vulgarisation sur le droit des personnes infectées et affectées par le VIH-Sida est ainsi menée. La délégation parlementaire conduite par l'honorable député Fatouma Mohamed Kamil a effectué hier un déplacement dans la localité de Omar Djaga. Une rencontre avec les habitants du secteur s'est déroulée au siège de l'antenne de l'UNFD de Omar Djaga. L'endroit est en outre proche du corridor djibouto-éthiopien. Les transporteurs routiers y sont sensibilisés. Tous sont informés des textes de loi ou instruments juridiques mis en place par le Parlement. Ont pris également part à cette séance les représentants du réseau national des personnes vivant avec le VIH-Sida. Au cours d'un débat et échange fructueux, riche en enseignements, l'ensemble des participants ont émis le souhait de pérenniser ce genre d'action de sensibilisation. Le directeur général de l'enseignement, Abdi Guiré, au ministère de l'Éducation nationale, a dirigé les travaux d'une réunion d'information sur les logements sociaux de la cité PK13. La rencontre qui s'est déroulée hier au siège du MENFOP a vu la participation des conseillers du ministre et en charge respectivement de la communication et des logements sociaux et de plusieurs dizaines d'enseignants et de personnel administratif. Le directeur général de l'enseignement a d'abord rappelé le contexte des efforts du MENFOP qui met tout en œuvre pour offrir les meilleures conditions de travail et de vie à ces personnels, pour améliorer leur efficacité et leur rendement. De son côté, le conseiller en communication du MENFOP, Mohamed Barkha Siraj, a exprimé les sincères remerciements du ministre Moustapha Mohamed Mahamoud au président de la République, Ismaël Omar Guelleh, qui a décrété l'année 2018 année du logement et qui a décidé d'accorder 30% de logements sociaux à des enseignants dans chaque cité sociale construite par le gouvernement. Les bénéficiaires ont été longuement briefés sur les démarches à entreprendre pour obtenir les clés de leur logement lors de la cérémonie d'attribution de logements sociaux de la cité PK13 qui sera placée sous la houlette des ministres de l'Éducation nationale et son collègue du logement.
La préfecture de la région de Dikil et les forces de gendarmerie mènent une lutte sans merci contre l'immigration clandestine dans la région. En effet, suite donc à une vaste opération de patrouille à Dikil et ses périphériques, donc les éléments de la brigade de gendarmerie de Dikil ont intercepté plus d'une cinquantaine de personnes, tous de sexe masculin, en provenance de l'Éthiopie à 5 h du matin. Une opération donc qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre l'infiltration des ressortissants clandestins dans notre pays. Ces personnes arrêtées, selon eux, voulaient se rendre à travers donc Djibouti vers les pays du Golfe. Ces derniers ont été refoulés dès le lendemain vers leur pays d'origine à travers la frontière des Galilées par les unités de la gendarmerie nationale de Dikil. Et de là, nous passons à l'actualité internationale avec Ali. Bonjour Ali. Bonjour. Alors, Washington gèle un versement de 65 millions de dollars pour les Palestiniens. Les États-Unis donc ont retenu le versement de plus de la moitié des 125 millions de dollars d'aide prévue à l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Washington estime que d'autres pays doivent davantage contribuer. Effectivement, donc bonjour à vous. Plus de 60 millions de dollars ont été versés par les États-Unis à l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens pour qu'elle puisse donc continuer d'opérer, mais ont retenu le versement de 65 millions supplémentaires. C'est ce qu'a déclaré ce mercredi un responsable du département d'État. Les États-Unis ont adressé mardi une lettre à cette agence confirmant une partie de leur contribution volontaire censée s'élever au total à 125 millions de dollars. De son côté, l'Organisation de libération de la Palestine, l'OLP, internationalement reconnue comme la représentante de tous les Palestiniens, a estimé que la décision des États-Unis semblait suivre les instructions du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui vise donc à progressivement démanteler une agence fondée par la communauté internationale pour défendre les droits des réfugiés palestiniens et leur fournir les services essentiels. Eh bien, Ahmad, les États-Unis aident les Palestiniens de manière bilatérale à hauteur de 319 millions de dollars via leur agence de développement, on le sait, l'USAID. À cela se sont ajoutés 304 millions de dollars d'assistance versés par Washington au programme de l'ONU dans les territoires palestiniens. Et enfin, donc, Ali, le Parlement de Catalogne, dominé par des indépendantistes, siège ce mercredi pour la première fois depuis donc sa tentative de rupture avec l'Espagne, en l'absence d'un acteur principal, Carles Puigdemont, qui prétend être investi à distance depuis Bruxelles. Et ce, donc, à 2 mois de la crise politique sans précédent déclenchée par leur tentative de sécession, les indépendantistes catalans ont réussi à conserver la confiance des électeurs lors des élections régionales du 21 décembre dernier. Ils ont obtenu 47,5% des suffrages et 70 députés sur 135. Aujourd'hui, le nouveau Parlement siégera et les séparatistes chercheront au cours de cette séance à poser les jalons de permettre l'investiture de Puigdemont prévu donc en principe à la fin du mois. Un parcours sémé d'obstacles, Ahmad. Leur premier objectif sera de contrôler le Parlement et l'organe qui veille au respect du règlement de la Chambre et à l'ordre du jour. Merci Ali pour toutes ces précisions. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis.